Merci Sacha, tout à fait. Alors par rapport à l'arrêt d'Elkit, je reviens dessus juste une toute petite minute que tu as évoqué, Étienne. Juste pour dire quelque chose qui moi m'a un petit peu choqué dans le recueil de jurisprudence que j'ai sous les yeux sur cet arrêt d'Elkit. Donc la personne plaignante s'appelle VP, c'est un pseudonyme pour l'anonymiser. Qui est donc un homme trans, et dans le recueil de jurisprudence, il y a un paragraphe où on le genre en masculin, et le paragraphe d'après, on le genre au féminin. L'épée a obtenu le statut de réfugié et a été enregistrée et après, cette dernière, elle a donné des attestations médicales. Voilà. C'est l'arrêt lui-même? Non, c'est le recueil de jurisprudence. Donc ça, par rapport à la formation des professionnels, j'ai l'impression que c'est il y a une petite marge de progression. Est-ce que ça a été rédigé par IA, peut-être? Peut-être. Oui. Bonjour, je me permets de prendre la parole. Sacha qui je vais vous présenter rapidement, donc juriste spécialisé en droit international européen, en recherche de l'emploi si jamais les gens sont intéressés. Pour revenir sur cette question, il y a quelque chose de très intéressant avec la Cour européenne des droits de l'homme. Sur cette question, très rapidement, la Cour européenne des droits de l'homme, il y a quelques grands arrêts fondateurs, Rice contre le Royaume-Uni, Christine Conway contre le Royaume-Uni 2002, Nico et Garçon contre France en 2016. Très très rapidement, dans Rice et dans Christine Conway, la requérante à chaque fois est nommée, est genrée au féminin tel qu'elle est le genre qu'elle souhaite être nommée et non pas tel que le genre était à son état civil à ce moment-là. À partir de Nico Garçon et 11 contre France, on assiste à une espèce de revirement de la part de la Cour européenne des droits de l'homme dans sa rédaction, où les personnes requérantes sont nommées non plus en fonction du genre qu'elles souhaitent être nommées, mais en fonction du genre qu'elles ont à l'état civil. J'ai pas suffisamment étudié la jurisprudence pour savoir exactement de quand date le changement. Est-ce qu'il correspond aussi à un changement de président de la Cour européenne des droits de l'homme, mais en tout cas, dans la question de la prise en compte, de la véritable prise en compte des personnes trans, y compris dans les pronoms qu'elles revendiquent, il y a effectivement, j'ai envie de dire un peu à boire et à manger. D'une part, parfois il y a du progressisme, parfois il y a une volonté de protection, d'autre part, parfois il y a une espèce de conservatisme. Même si évidemment la reine Nico Garçon et contre France c'est une victoire, une grande victoire, il y a cette part-là. Je profite d'avoir la parole. Un des défauts, c'est que je sais quand est-ce qu'on prend la parole, on sait rarement quand est-ce que je la rends. Sur la définition de femme qui est évoquée dans la Constitution, c'est très intéressant puisque quand il y a eu il y a peu une modification constitutionnelle sur la définition, sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement, de la liberté de l'avortement. Sur cette courte loi constitutionnelle, il y a eu un avis du Conseil d'État d'une douzaine de paragraphes qui est extrêmement intéressant puisque cet avis du Conseil d'État nous dit deux choses. La première, c'est que la définition de femme telle qu'elle est comprise dans la loi constitutionnelle, c'est-à-dire telle qu'elle concerne la liberté des femmes à accéder à l'avortement est garantie par la Constitution, et le mot femme qui est contenu à l'article 2 de la Constitution, je n'ai plus l'idée en texte, les deux termes ne désignent absolument pas la même chose. Dans le cas de femme, à l'article 2, on est sur le marqueur de genre. Dans le cas de femme, dans le cadre de l'avortement, le Conseil d'État précise bien qu'en fait, cela concerne toutes les personnes qui ont besoin d'accéder à l'avortement, y compris des hommes trans qui seraient enceintes, ou y compris des personnes non binaires. Et il y a une vraie dichotomie, on va dire, autour de ça, où on parlait tout à l'heure qu'on ne peut pas être militant LGBT sans être féministe, ou que les luttes féministes ont été très importantes et ont préparé le terrain, entre guillemets, pour beaucoup de luttes LGBT. C'est aussi une autre illustration que beaucoup de critiques, pas de critiques, mais d'attaques contre les personnes trans, y compris contre les personnes intersexes ou y compris contre les personnes non-binaires, sont aussi rangées dans le cas des violences faites aux femmes, parce que c'est parfois aussi des personnes qui sont perçues comme des femmes, et donc à ce titre-là, elles bénéficient des mêmes protections et de la même surveillance de la part des institutions, en particulier internationales, parce que c'est ce que je connais, mais de la même protection, y compris si elles sont des personnes non-binaires, et pour assurer une protection la plus optimale et la meilleure possible. Pour répondre sur deux points, la Cour européenne des droits de l'homme se situe à Strasbourg. Strasbourg est en France.
La Cour européenne des droits de l'homme est donc soumise au règlement général sur la protection des données, et donc elle devrait traiter le genre des personnes tel qu'il est vécu actuellement. On pourrait éventuellement tenter une action devant la CNIL contre la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne suis pas sûr que ça fixe ça, mais je pense que ça se tente. Deuxième chose plus sérieuse, c'était hier matin, est passée au Conseil d'État une affaire très importante, puisque c'est l'affaire de ce jeune trans qui se définit comme un garçon, qui a eu un changement de son état corporel pour devenir un garçon, et qui n'a pas pu dormir dans le dortoir des garçons lors d'un voyage avec ses camarades qu'on a mis dans le dortoir de filles. Donc, outing, évidemment, voilà. Et donc, il y a eu une affaire qui a été engagée au tribunal administratif, cour administrative d'appel de Versailles, qui nous a donné tort, alors que le rapporteur public nous avait donné raison, enfin, avait, disons, conclu dans notre sens. Hier matin, devant le Conseil d'État, le rapporteur public a conclu contre nous, ce qui voudrait dire que le terme sexe renverrait au sexe à la naissance quand il s'agit de dortoir. Mais ça ressemble beaucoup à la jurisprudence de la Cour suprême du Royaume-Uni, qui a statué dans une affaire récente, qui reviendrait à renvoyer les femmes trans dans les vestiaires, dans les toilettes pour hommes. Voilà. Donc on a d'ici une quinzaine de jours, on a une décision importante du Conseil d'État qui va tomber dans cette affaire. Voilà. Je suis pas hyper optimiste, mais j'espère qu'on va pas se retrouver avec une décision comme celle de la Cour suprême du Royaume-Uni. Et c'est vrai que quand c'est des mineurs, j'ai l'impression dans le discours public, ça passe encore moins. Mais je confirme.